Bonjour et bienvenue au podcast Les Capsules de l'Univers. Pour avoir encore plus de belles chroniques, je vous invite à aller sur ma page Facebook ou Instagram Les Capsules de l'Univers. Commençons. Le télescope à rayons X Chandra de la NASA a capté le plus proche amas d'étoiles de la Terre. Une nouvelle image montre avec beaucoup de détails Westerlund 1, qui est le plus grand et le plus proche de la Terre super amas d'étoiles. Westerlund 1 est localisé à environ 13 000 années-lumière de la Terre, signifiant qu'il est relativement proche, et l'amas d'étoiles qui est âgé de 3 à 5 millions d'années est d'environ 7 années-lumière de diamètre. Si cet âge ne vous semble pas particulièrement jeune, rappelons que notre Soleil est âgé d'environ 4,6 milliards d'années. Westerlund 1 a une masse équivalente à 100 000 soleils et c'est l'un des super amas d'étoiles qui est logé dans la Voie lactée. L'étude de Westerlund 1 pourrait aider les astronomes à mieux comprendre le mécanisme interne de ces usines cosmiques d'étoiles. Les rayons X venant de Westerlund 1 vus par le télescope Chandra et visibles dans l'image comme des points roses et blancs proviennent d'étoiles jeunes. Pendant ce temps, des taches roses, vertes et bleues représentent des gaz chauds diffus à travers le superamas. La tache rose la plus diffuse qui domine l'image de Chandra de Westerlund 1 représente un halo de gaz chaud au centre de superamas d'étoiles. Non seulement cet aspect de cette région pourrait aider à livrer un estimé plus précis de la masse de Westerlund 1, mais il pourrait aussi aider à déterminer comment cette collection d'étoiles est venue au monde et comment elle a changé avec le temps. La NASA a vu la planète Mars illuminée durant une tempête solaire épique. Les scientifiques spécialistes de la planète Mars ont anticipé des tempêtes solaires épiques depuis que le Soleil est entré au sommet d'une période d'activité en 2024, appelée le maximum solaire. Cette même année, les orbiteurs et les chariots de la NASA ont fourni aux chercheurs des places en avant-scène d'une série d'éruptions solaires et d'éjections de la masse de la couronne qui ont atteint Mars. Dans certains cas, elles ont même causé des aurores martiennes. Cette science a offert une opportunité sans précédent pour étudier comment de tels événements se déroulent dans l'espace lointain et pour déterminer la quantité de radiation que les premiers astronautes sur Mars subiraient. Le plus gros événement s'est passé le 20 mai 2024 avec une éruption solaire estimée à être une X12. Les éruptions solaires de classe X sont les plus fortes. Les données viennent du vaisseau spatial Solar Orbiter, qui est une mission commune entre la NASA et l'Agence spatiale européenne. L'éruption a envoyé des rayons X et gamma vers la planète rouge, pendant qu'une éjection subséquente de la couronne a lancé des particules chargées. Se déplaçant à la vitesse de la lumière, les rayons X et gamma de l'éruption sont arrivés en premier, alors que les particules chargées traînaient derrière, atteignant Mars en quelques dizaines de minutes seulement. Si des astronautes s'étaient tenus à côté du chariot Curiosity de la NASA à ce moment-là, ils auraient reçu une dose de radiation équivalente à 30 radiographies de la poitrine. Quoique non mortelle, c'était la plus grosse dose de radiation mesurée par le détecteur de Curiosity depuis que le chariot a atterri en 2012. Des falaises ou des tubes de lave fourniraient une protection additionnelle pour un astronaute sur Mars. En orbite autour de Mars ou dans l'espace, la dose serait de beaucoup supérieure. Notre planète est protégée de ces particules par un robuste champ magnétique qui limite habituellement les aurores dans les régions près des pôles. Mars a perdu son champ magnétique dans le passé, il n'y a donc pas de protection contre le barrage de particules énergétiques. Quand des particules chargées atteignent l'atmosphère martienne, cela résulte dans des aurores qui englobent toute la planète. La vie après la mort stellaire? Comment la vie peut-elle surgir sur des planètes orbitant des étoiles naines blanches? Le transit des exoplanètes passant devant leur étoile naine blanche pourrait révéler la présence d'eau sur ces planètes. Des planètes pourraient survivre à la mort de leur étoile et devenir capables de supporter la vie, et maintenant, des astronomes vont à leur recherche. Les étoiles ne vivent pas éternellement. Par exemple, dans environ 5 milliards d'années, notre Soleil va commencer à épuiser ses réserves d'hydrogène utilisées pour générer de l'énergie via la fusion nucléaire en son centre. Le noyau du Soleil va commencer à se contracter, augmentant la température pour que l'hydrogène dans l'enveloppe externe puisse allumer des réactions de fusion, ce qui va entraîner le Soleil à prendre de l'expansion pour devenir une géante rouge. La phase de géante rouge est une mauvaise nouvelle pour quelconque planète située à proximité. Dans notre système solaire, le Soleil en expansion va englober les planètes Mercure et Vénus, et probablement la Terre également. Les planètes les plus lointaines vont mieux survivre. Les mondes qui sont de 5 à 6 fois plus loin de leur étoile que la Terre, les du Soleil, vont être réchauffés par l'étoile en expansion, faisant fondre les calottes glaciaires et formant de nouveaux océans à leur surface. Elles pourraient donc maintenant arborer la vie. L'étoile géante rouge va continuer d'évoluer.
Éventuellement, toutes les réactions de fusion vont cesser et les couches externes de l'étoile vont être expulsées, laissant derrière le noyau compact de l'étoile, connu sous le terme de naine blanche. La présence d'eau n'est pas une garantie de la vie, bien sûr, mais la possibilité que des mondes préalablement gelés deviendraient habitables par la mort de leur étoile et qui pourraient être amenés dans une orbite plus proche autour de l'étoile mourante et devenir habitables. Cela donne aux astrobiologistes une nouvelle arène où considérer la vie extraterrestre. Des scientifiques pourraient avoir trouvé la réponse au mystère de la matière noire. Cela implique un sous-produit inattendu. Toute la matière que l'on peut voir, les étoiles, les planètes, la poussière cosmique, etc., ne peut expliquer pourquoi l'univers se comporte comme il le fait, et selon la NASA, il y aurait 5 fois plus de matière pour que les observations des chercheurs fassent du sens. Les scientifiques l'ont nommée matière noire, car elle n'interagit pas avec la lumière et est donc invisible. Dans les années 70, les astronomes américains Vera Rubin et W. Kent Ford ont confirmé l'existence de la matière noire en regardant les étoiles orbitant au pourtour des galaxies, spirales. Ils ont noté que ces étoiles se déplaçaient trop rapidement pour être tenues ensemble par la matière visible et la gravité de la galaxie. Elles auraient dû à la place s'envoler. La seule explication était la présence d'une forte quantité de matière invisible, tenant ensemble la galaxie. Depuis, les scientifiques ont tenté d'observer directement la matière noire et ont même construit de larges équipements pour la détecter, mais sans succès à date. Tôt dans la recherche, le physicien anglais Stephen Hawking a postulé que la matière noire pourrait se cacher dans les trous noirs, qui était le sujet principal de ses recherches formées durant le Big Bang. Une nouvelle étude a ramené la théorie sous le feu de la rampe, révélant de quoi ces trous noirs primordiaux sont faits et découvrant potentiellement un nouveau type de trou noir exotique dans le processus. Si nous voulons vraiment que des gens habitent sur la Lune, nous avons besoin d'une banque de données sur la santé des astronautes. Des scientifiques ont créé la première banque biologique aérospatiale pour aider à circonscrire ce que les voyages dans l'espace ont comme l'impact sur la santé des astronautes. Cette base intègre des données et des échantillons de missions variés, incluant celles effectuées par SpaceX et la NASA, permettant aux chercheurs de comparer et de standardiser les découvertes de la médecine spatiale et d'appliquer leurs résultats à des missions futures. C'est largement reconnu que même de courts voyages dans l'espace, et donc dans un environnement de microgravité, peut déclencher un large éventail de gènes qui régulent des chemins cellulaires, des clés dans le corps humain. Cela mène à des changements fondamentaux au niveau cellulaire, moléculaire et physiologique dans le corps des astronautes. Par exemple, les astronautes peuvent développer de l'anémie spatiale, quoique ces changements reviennent à la normale dans les quelques mois après le retour sur Terre. Alors que les voyages spatiaux deviennent de plus en plus répandus avec la montée des voyages commerciaux et les périples planifiés d'avoir des astronautes qui vont voyager vers la Lune et plus loin encore, d'innombrables études ont commencé à explorer comment la microgravité affecte le corps humain. Cependant, il y a un manque de standardisation dans le domaine, ce qui a mené à la création d'un atlas médical de l'espace, une collection de données et d'échantillons de plusieurs missions spatiales qui visent à aider la standardisation des mesures biologiques et le partage des données pour la recherche clinique, cellulaire et génétique. Le télescope spatial Hubble rebondit avec une image glorieuse d'une galaxie tout en opérant avec un seul gyroscope. Hubble est de retour en action, retournant dans les opérations scientifiques, mais maintenant avec un seul gyroscope fonctionnel. Et pour prouver qu'il a toujours la touche, l'Observatoire Vénérable a pris une photo frappante de la galaxie poussiéreuse spirale NGC 1546, située à environ 50 millions d'années-lumière dans la constellation de Dorado, la Swordfish. NGC 1546 est un exemple parfait de ce qu'on appelle une spirale à flocons. Au lieu d'avoir de gracieux bras courbés que certaines galaxies spirales ont, NGC 1546 apparaît plus désordonné, avec des éruptions d'étoiles en formation dans les bras, engendrant plus de formations d'étoiles aux alentours, menant à sa structure inégale. Même si Hubble a pris plusieurs images spectaculaires comme celle de NGC 1546 durant ses 34 ans d'opération en orbite autour de la Terre, cette image de NGC 46 prise avec la caméra 3 à grand angle est l'une des plus importantes de Hubble. C'est parce que cela réduit au silence tous les doutes à propos du futur de Hubble. Durant la dernière année, le télescope spatial est entré répétitivement dans un mode sécuritaire, alors qu'un de ses 3 derniers gyroscopes a commencé à envoyer des données erronées. Hubble était équipé avec 6 gyroscopes à l'origine, qui sont utilisés pour orienter et pointer le télescope, durant la dernière mission d'entretien en 2009. 16 ans plus tard,
seulement 2 gyroscopes sont fonctionnels. Même si 3 gyroscopes sont préférables pour des raisons d'efficacité, Hubble peut fonctionner avec un seul. Cela a même été testé en 2008 quand tous ces gyroscopes ont brisé. Avec 2 seuls gyroscopes restants et sans espoir d'une mission d'entretien, la navette spatiale ayant pris sa retraite en 2011, Hubble doit fonctionner avec un seul gyroscope, conservant un dernier au cas où l'autre briserait. Comment quelques jours passés dans l'espace peuvent affecter la biologie d'une personne? Les étoiles montrent que seulement quelques jours passés en orbite peuvent causer une perturbation des cellules immunitaires, de la déshydratation et une pensée embrouillée. Mais la plupart de ces conditions reviennent à la normale tôt après le retour des voyageurs sur Terre. Parmi les dernières études, il y en a qui ont évalué la santé de l'équipage du voyage Inspiration 4 de SpaceX en 2021, qui était le premier voyage spatial orbitant autour de la Terre qui était composé uniquement de civils. Les 4 passagers sur ce vol, 2 hommes et 2 femmes, étaient âgés entre 29 et 51 ans. Pendant les 3 jours où ils ont été en orbite, ils ont collecté des échantillons de salive, d'urine et de sang. Ils ont conduit des échographies sur eux-mêmes, ont fait des tests cognitifs et ont porté des trackers d'entraînement. Les chercheurs qui ont évalué les données ont trouvé certains changements physiologiques qui avaient été préalablement enregistrés seulement sur des astronautes ayant effectué de plus longs voyages spatiaux. Cela inclut des altérations des cellules immunitaires et une élongation des télomères, qui sont les capuchons au bout des chromosomes. C'est une surprise que le vol Inspiration 4, un voyage relativement court, a causé certains des mêmes changements physiologiques observés chez des astronautes ayant effectué de plus longues missions. Collecter plus de données pourrait aider les chercheurs à concevoir des interventions qui atténueraient ou tout au moins prédiraient les effets des voyages spatiaux sur le corps, autant pour les civils que pour les astronautes. Par exemple, les données d'une personne pourraient indiquer qu'elle pourrait être à risque d'une sévère mal des transports dans l'espace, et sachant cela, les médecins pourraient fournir un traitement, ou tout du moins conseiller à la personne de ne pas faire le vol. Si vous allez passer 3 jours à vomir dans un sac, vous ne voudriez peut-être pas dépenser 10 millions de dollars pour ce billet. Presque un tiers des galaxies parmi les galaxies primitives étaient des galaxies spirales. Les grandes galaxies spirales comme la Voie lactée sont considérées comme un événement moderne qui arrive après des milliards d'années de fusion et d'évolution galactique. Selon certains modèles, elles ne devraient pas apparaître avant que l'univers soit âgé de 6 à 7 milliards d'années. Mais de nouvelles images du télescope spatial James Webb montrent que les galaxies spirales étaient surprenamment communes, même dans les 2 premiers milliards d'années de l'histoire de l'univers. Selon un dernier sondage, près de 30% des galaxies détectées lorsque l'univers était jeune avaient déjà une structure spirale. Utiliser le Soleil comme assistance gravitationnelle pourrait rendre un vaisseau spatial le plus rapide jamais construit. Les agences spatiales aimeraient envoyer plus de missions vers la portion externe du système solaire, mais les distances énormes impliquent un temps de voyage de l'ordre de la décennie. Il faudrait être plus rapide. Une subvention a été accordée en 2022 à la personne qui a eu l'idée d'utiliser le Soleil comme assistance gravitationnelle pour atteindre des vitesses énormes. Pour cela, on utilise la manœuvre de Hobart, qui peut multiplier la vitesse d'un vaisseau spatial si elle est chronométrée juste comme il faut. L'astuce est de conserver le vaisseau froid alors qu'il va passer dangereusement proche du Soleil. La Chine a ouvert la capsule de retour de la mission Change 6 qui contient des échantillons de la face cachée de la Lune. Le matériel lunaire est préparé pour l'entreposage, l'analyse et la recherche. La capsule a été transférée à Beijing et a été ouverte pour accéder à son précieux cargo. Un contenant d'échantillons tenant 2 kg de matériel de la Lune a été sécurisé pour la prochaine étape de son périple. Les échantillons vont être ensuite transférés à des endroits spécifiquement développés pour l'entreposage, l'analyse et la distribution pour la recherche. Les échantillons de Change 6 pourraient fournir des connaissances sans précédent sur la raison de la grande différence entre la face visible et la face cachée de la Lune. En 1995, le télescope spatial Hubble a publié les images des piliers de la création, des nuages époustouflants de gaz et de poussière interstellaire, un endroit où les étoiles viennent au monde. Maintenant, en combinant des données des télescopes spatiaux Hubble et James Webb, la NASA a publié une visualisation en 3 dimensions des structures cosmiques combinant la lumière visible et la lumière infrarouge des 2 télescopes. Les piliers de la création, qui se situent à 5700 années-lumière de la Terre, sont composés de molécules froides d'hydrogène et de poussière.
Causés par de forts vents et radiations provenant de jeunes étoiles chaudes à proximité, les piliers commencent à être dégarnis de leur contenu. De longues structures en forme de doigts peuvent être aperçues comme émergeant du dessus des piliers, qui sont plus larges que notre système solaire. À l'intérieur de ces structures, l'hydrogène et la poussière s'effondrent, gravitationnellement pour former de nouvelles étoiles. Ces nouvelles étoiles vont ajouter à la dispersion continue de matériel au sein des piliers. Le plus haut des piliers s'étend sur 3 années-lumière du bas au haut, ce qui représente les 3/4 de la distance entre notre Soleil et sa plus proche étoile. La région des piliers de la création continue d'offrir de nouvelles connaissances sur comment les étoiles se forment. Avec cette nouvelle visualisation, tout le monde peut expérimenter ce riche et captivant paysage de nouvelles façons. La sonde Juno de la NASA a une vue rapprochée des lacs de lave sur la lune Io de Jupiter. Io a intrigué les astronomes depuis 1710, quand Galileo Galilei a découvert la lune jovienne, qui est légèrement plus large que notre lune. Quelques 369 années plus tard, la sonde spatiale Voyageur 1 a capté une éruption sur Io. Des missions subséquentes vers Jupiter, avec plus de survols, ont découvert des panaches additionnels, avec des lacs de lave. Des scientifiques croient maintenant qu'Io, qui est étiré et compressé comme un accordéon par l'attraction gravitationnelle des lunes avoisinantes et de la massive planète Jupiter, est le monde le plus actif, de par ses volcans, dans le système solaire. Alors qu'il y a plusieurs théories sur ce type d'éruption volcanique qui se propage à travers la surface de la Lune, peu de données existent à cet effet. Les briques Lego pourraient aider les scientifiques à concevoir des habitats sur la Lune. Livrer des objets sur la Lune est dispendieux, et même après que des astronautes vont retourner marcher sur la Lune, cela ne devrait pas changer. Chaque gramme additionnel de cargaison envoyé vers la Lune est un autre gramme qui doit être propulsé dans l'espace contre la force de la gravité terrestre. Donc chaque gramme de matériel que de l'espace que futurs voyages vers la Lune n'ont pas à apporter est un gramme de moins à se soucier. Ce dilemme est spécifiquement imminent quand nous devrons construire des habitats sur la Lune. Bien sûr, nous ne sommes pas certains de comment construire avec du matériel lunaire va actuellement fonctionner. Sur Terre, nous n'avons aucune façon de se pratiquer à le faire. Cependant, dernièrement, des scientifiques de l'Agence spatiale européenne ont commencé à jouer avec une idée très intéressante. Ils ont essayé pour commencer de façonner des briques Lego avec de la poussière lunaire et de construire avec ces briques. Cependant, il y a une légère attrape. Les briques de l'agence ne sont pas vraiment fabriquées avec de la poussière lunaire. De tous les échantillons lunaires que les missions sur la Lune ont rapportés sur Terre, la régolithe lunaire est trop précieuse et valable scientifiquement pour en faire des briques. À la place, les scientifiques de l'agence se sont tournés vers un simulacre de la régolithe venant de météorites. Les briques résultantes ne sont pas entièrement comme des Legos. Elles sont significativement plus rugueuses, mais elles sont suffisamment reconnaissables. Elles peuvent s'emboîter comme les Legos le font, et les constructeurs peuvent les assembler en différentes structures. Elles sont excitantes à jouer avec, mais elles sont aussi capables d'aider les scientifiques à tester des méthodes de construction et de déterminer lesquelles vont mieux fonctionner avec le matériel qu'on a sous la main. Supernovas. Pourquoi les étudier? Que peuvent-elles nous enseigner à propos de trouver la vie extraterrestre? Les supernovas sont vraiment une fenêtre sur l'univers. On ne peut espérer de répliquer leur immense puissance dans des expérimentations ici sur Terre. Elles fournissent des moyens inestimables d'étudier ce qui arrive à la matière sous les conditions les plus extrêmes quand des étoiles explosent. Ces conditions sont tellement extrêmes que les supernovas peuvent créer les objets les plus exotiques que nous connaissons dans l'univers, les étoiles à neutrons et les trous noirs. L'étude des supernovas est alors un moyen d'étudier la production de ces mystérieux objets. Les supernovas sont aussi un aperçu de nos propres origines. Durant ces explosions, elles relâchent d'énormes quantités de différents éléments chimiques, incluant l'oxygène, le fer et le calcium, dans leur environnement, des éléments qui autrement seraient restés emprisonnés à l'intérieur d'une étoile. C'est la dispersion de tels éléments par les supernovas qui mettent en mouvement les blocs constructifs pour la formation des planètes et ultimement de la vie telle que nous connaissons. En dépit du manque d'observation d'une supernova au sein de la Voie lactée depuis les dernières centaines d'années, les astronomes ont observé avec succès un nombre innombrable de flashs de supernovas dans d'autres galaxies. Cela a commencé en 1933 par l'astronome suisse Dr. Fritz Zwicky, qui a mené une équipe d'astronomes à l'observatoire Palomar à découvrir 12 supernovas sur une période de 3 années.
La plus récente supernova qui a été observée par le télescope spatial Hubble de la NASA en 2018, quand ils ont observé une explosion d'une étoile dans la galaxie spirale NGC 2525, qui est localisée approximativement 70 millions d'années-lumière de la Terre. Il y a 3,5 milliards d'années, Mars a perdu son atmosphère. Un événement qui a changé pour toujours la face de la planète, la transformant en un désert aride et froid. Mais où est passée son atmosphère? Dans l'espace? Peut-être, mais cette nouvelle étude révèle la quasi-totalité du dioxyde de carbone aurait pu être absorbé dans certains minéraux. Si Mars possède bien une atmosphère, celle-ci n'a rien à voir avec celle de la Terre. Outre le fait qu'elle est composée en grande majorité de dioxyde de carbone à 96% et dépourvue d'oxygène, elle est surtout extrêmement fine. Une équipe de chercheurs s'est en effet intéressée à l'impact qu'ont pu avoir certaines réactions géochimiques lorsque l'eau liquide était présente à la surface de Mars. Et les résultats sont plutôt étonnants. Ils suggèrent qu'environ 80% du dioxyde de carbone initialement présent dans l'atmosphère de Mars ne serait pas volatilisé dans l'espace, mais aurait été stocké dans les argiles composant le sol de la planète, sous la forme de méthane. L'effet régulateur des smectites est en effet bien connu sur Terre. Ce minéral, qui appartient à la famille des argiles, se compose d'une multitude de feuillets superposés les uns sur les autres. Cette structure du minéral lui donne des propriétés d'entreposage importantes. Il peut ainsi capturer beaucoup d'eau, mais également des composés carbonés, comme le méthane. Ce processus est connu sur Terre pour sa capacité à réguler la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère sur de longues périodes de temps et est donc de participer au refroidissement du climat. Toutes les étoiles, même le Soleil, sont nées de vastes nuages, de gaz et de poussière, et quand elles meurent, leurs vestiges sont recyclés vers la galaxie, fournissant du carburant pour que de nouvelles étoiles naissent. Au début de l'univers, il y avait seulement de l'hydrogène et une infime quantité d'hélium. Mais le processus de fusion au sein des étoiles a créé de nouveaux éléments plus lourds. Cela inclut tous les atomes de vous et de moi, les planètes et même l'écran d'ordinateur avec lequel vous lisez ce texte. Dans une partie relativement proche de l'univers, à 13 millions d'années-lumière dans la constellation Canis Venetatis, ce cycle commence à nouveau et à un rythme extraordinaire. NGC 4449 est une galaxie fascinante et est bien connue pour son haut niveau de formation d'étoiles. Elle est membre du groupe M94, qui est un groupe de galaxies et est entourée par un halo de galaxies naines, dont 2 sont en plein processus de fusion avec elle. L'Observatoire Gemini a récemment capté les images incroyables de NGC 4449, mettant en évidence le processus de naissance des étoiles au sein de la galaxie. Elle produit des étoiles à un rythme accéléré, menant à une reclassification comme galaxie pondeuse d'étoiles. Contrairement à d'autres, ces galaxies sont habituellement restreintes à des régions centrales, mais NGC 4449 est beaucoup plus étendue. La majorité des étoiles jeunes et chaudes sont maintenant trouvées dans le noyau de la galaxie et les régions environnantes. De tels niveaux de formation d'étoiles rappellent la formation d'étoiles dans des galaxies au début de l'univers. La force principale ici était la fusion de galaxies et l'accumulation. On pense que l'éclatement de l'activité dans NGC 4449 est le résultat d'une fusion de galaxies ou de l'interaction avec une galaxie voisine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à aller sur mes pages Facebook et Instagram, les Capsules de l'Univers, pour encore plus de belles chroniques. Bonne semaine!